Bonjour à tous, bienvenue à ce quatrième cours consacré cette année donc aux représentations cérébrales des structures linguistiques. Et dans les trois premiers cours, je vous avais décrit l'existence d'un réseau d'aires cérébrales bien spécifique, facile à reconnaître chez chaque personne dans l'hémisphère gauche, qu'on a appelé le réseau des aires du langage. Et vous vous souvenez qu'il impliquait toute une chaîne de régions dans le lobe temporal gauche, ainsi que la région frontale inférieure gauche, qu'on appelle la région traditionnellement de Broca. Alors, je vous avais montré que ce réseau s'active systématiquement dès qu'on traite des phrases et qu'il existe chez le tout petit enfant, on avait vu la semaine dernière que les enfants ont des compétences remarquables pour certains aspects de la syntaxe de leur langue maternelle et on commence à les mettre en rapport avec ce réseau anatomique. Maintenant, dans les cours qui viennent, nous allons commencer à décomposer ce réseau. Est-ce qu'il fonctionne comme un tout homogène ou bien est-ce qu'on peut y trouver des spécialisations fonctionnelles, des spécialisations anatomiques également? Comment peut-on le décomposer et est-ce qu'on peut y observer des spécialisations éventuellement ultra fines? On verra en fin du cours d'aujourd'hui que l'on commence à trouver des codes neuraux pour certaines structures du langage. Et dans les cours suivants, je vous parlerai plus spécifiquement des bases cérébrales de l'opération de merge, d'unification, qui est proposée par Chomsky, et dans le dernier cours de l'opération de mouvement syntaxique, qui est postulée également par les linguistes. Alors, cette décomposition anatomique et fonctionnelle, je vous dis tout de suite, ne va pas être facile. Je commence par cette diapositive pour vous donner une idée du problème auquel on est confronté. C'est une review, c'est une revue, c'est un tour de force, je dirais, de Cathy Price, en 2012, qui tente une cartographie et une sorte d'étiquetage des différentes aires du cerveau qui sont impliquées dans le traitement du langage. Cathy Price, comme moi d'ailleurs, a commencé il y a 25 ans caméra positron, puis elle a suivi toute l'évolution des méthodes d'imagerie cérébrale, et donc c'est vraiment une experte dans le domaine. Cette carte, néanmoins, a des limites. Vous voyez que c'est très phrénologique, on essaye de donner une étiquette à chaque région. On retrouve des choses qui sont bien connues. Je vous avais parlé par exemple des régions en bleu, ici, de la région temporale supérieure qui sont impliquées dans le traitement phonologique de la langue. C'est dans ces régions que Ed Chang, dans le premier cours, je vous avais parlé, avait montré des électrodes qui répondent aux différents traits phonologiques, donc traitement auditif et phonologique en bleu, traitement visuel évidemment dans le pôle occipital ici, de l'hémisphère gauche, et Cathy Price n'ose pas le dire, mais c'est là qu'on trouve l'aire de la forme visuelle des mots que Laurent Cohen et moi avons étudié. Elle continue d'y voir une sorte de région générique. Nous pensons qu'il y a une vraie spécialisation pour les mots écrits dans cette région. Donc pôle visuel, pôle auditif, un pôle moteur que l'on voit ici en vert, avec différentes régions qui seraient impliquées dans le contrôle de l'articulation, de la production du langage, et puis toutes ces régions qui sont en mauve, et c'est là-dessus évidemment que le cours va se concentrer, ces régions qui sont impliquées dans le traitement des mots et des phrases. Et c'est là, à mon avis, que le travail de review de Cathy Price pêche un petit peu, parce que le mot syntaxe, par exemple, n'apparaît jamais dans ce travail. On passe du traitement des mots, qui est en rose clair ici, à l'activation liée aux phrases, qui est mis en mauve plus foncé, et un traitement éventuellement intégratif, sémantique, dans les régions en blanc et dans les régions en rose clair. Et vous voyez, on passe donc directement dans la région de Broca d'un traitement qui l'appelle ici dans la région operculaire, on va essayer de la retrouver, recodage articulatoire, donc quelque chose de très moteur, à la région triangulaire, décision sémantique. Bon. Nous avons vu que dans l'analyse du langage, on ne peut pas passer directement d'une représentation articulatoire ou phonologique à la sémantique sans tenir compte de la syntaxe. Et ce que nous verrons aujourd'hui, c'est qu'il existe en fait un jeu de régions qui mérite probablement d'être étiqueté comme jouant un rôle particulier dans le traitement syntaxique et qui sont intermédiaires entre ces niveaux. Alors pour bien analyser ce système, il faut en comprendre l'anatomie. Donc quelques mots sur l'anatomie de ce système. La première carte que je montrerai, c'est celle très classique de Brodmann, qui nous rappelle donc une subdivision fondée sur la cytoarchitectonie dans la région de Broca, c'est-à-dire l'organisation des types de cellules dans différentes couches, des tailles des cellules également. Et sur cette base, après un examen très approfondi, Brodmann, sur un cerveau particulier, propose cette dissection avec la région 44 à l'arrière de la région de Broca, la région précentrale R6 et R4, la région de la partie triangulaire de l'aire de Broca, R45, et la région ventrale, R47.
Donc ça, c'est une première subdivision très classique, utilisée universellement par tous, mais on va voir très vite que les travaux récents compliquent encore cette image trop simple. En fait, le travail de Brodmann est repris actuellement par deux anatomistes allemands extraordinaires, Karl Zieles, Katrina Munz, qui utilisent des méthodes contemporaines d'imagerie et notamment d'autoradiographie ici, post-mortem et in vivo, ici c'est post-mortem, afin d'affiner la subdivision des aires anatomiques et fonctionnelles, notamment pour le langage. Ce que vous voyez ici, donc, ce sont des images post-mortem de la distribution et de la densité quantitative de différents types de récepteurs. Le récepteur muscarinique M1, M2, kainate, récepteur GABA-A. Il y en a 6 dans cette étude initiale en 2010, il y en aura 15 par la suite. Donc on est capable, évidemment, dans des conditions tout à fait particulières, d'obtenir ces images de très très haute résolution qui vous montrent aussi la structure laminaire du cortex. Ces images sont obtenues par une équipe qui maîtrise toute la chaîne de ce traitement qui est extrêmement complexe. Il faut évidemment qu'il y ait un donneur qui accepte que son cerveau soit prélevé extrêmement rapidement après le décès, que ce cerveau soit traité. Il est évidemment découpé en tranches extrêmement fines. Il est traité ensuite par ces méthodes d'autoradiographie. Je ne me pencherai pas plus avant là-dessus, mais vous voyez la qualité de ces images qui montrent bien qu'il y a des subdivisions. On voit par exemple ici très nettement, pour certains récepteurs, des subdivisions à l'intérieur de l'R44 de Brodmann. Alors, le traitement des données fait l'objet d'une informatisation. On regarde en fait pour chacune des sections perpendiculaires à la surface du cortex le profil de densité des récepteurs, le profil aussi de densité de différents types de cellules, et sur cette base, un algorithme automatisé détecte des frontières entre les régions. À l'œil d'une personne qui n'est pas avertie, ce n'est pas évident de voir ces frontières entre les régions. Mais elles existent et en fait, sur cette base, Katrina Munz et ses collaborateurs, en 2010, proposent une nouvelle subdivision de la région de Broca. Et on voit que, suivant la granularité auquel on veut aller, on peut aller jusqu'à distinguer 14 régions anatomiques et fondées sur la structure des récepteurs dans ce secteur. Donc vous voyez que la région 45 se divise en deux. Et ça, c'est une grosse subdivision qui a très certainement un rôle fonctionnel important. La région 44 se divise également en deux. Il y a une région 44 dorsale, et selon eux, qui implique aussi la partie plus antérieure, ici. Il y a une région 44 ventrale. Et puis, il y a des régions enfouies qu'on ne voit pas très bien, ici, IFS1, IFS2, qui sont dans les sillons, ou operculaires, ici, qui sont beaucoup plus profondes, parce que c'est une région où il y a énormément de cortex qui est enfoui. Vous savez que le plissement du cortex chez l'homme a permis d'augmenter la surface du cortex au prix d'un enfouissement de certaines de ces régions. Voilà. Alors, on peut aussi, sur la base de ces récepteurs, se donner une idée des ressemblances entre régions. Et c'est ce que montre ce dendrogramme ici. Il indique le degré de ressemblance entre les profils des récepteurs dans différentes régions. Alors, on voit que les R45 et 44 sont très proches. Elles fonctionnent vraiment comme un système où il y a une grande ressemblance dans la densité des récepteurs. Et dans ce premier travail, les auteurs suggèrent que l'R47, par exemple, est extrêmement différente sur la base de ces 6 récepteurs-là. Bon, il faut être très prudent dans ce domaine parce qu'il y a une certaine instabilité des résultats, puisque 5 ans plus tard, ce résultat n'est plus tout à fait le même. Donc je vous montre le travail suivant. Ah oui, j'oublie de mentionner que bien que les auteurs n'aient que 8 cerveaux, et en fait, en réalité, c'est vraiment 4 hémisphères, eh bien, ils peuvent quand même trouver un résultat statistiquement significatif sur la latéralisation. Il y a une latéralisation d'un des récepteurs, le récepteur M2 muscarinique, de l'acétylcholine, qui est latéralisé avec une plus grande densité dans les R44 et 45 de l'hémisphère gauche. Donc c'est un début, c'est une tentative. Ces données sont évidemment très difficiles à acquérir, mais il semble que l'on puisse commencer à au moins cartographier, sans comprendre nécessairement, personne ne sait ce que ça veut dire, cette plus haute densité de récepteurs muscariniques, mais peut-être un jour intégrer ces informations dans un modèle de ce que font ces régions. Donc je vous disais, 5 ans plus tard, nouveau travail de Karl Zieles et collaborateurs. Cette fois-ci, sur 4 personnes uniquement, ils arrivent à avoir 15 récepteurs. Et vous voyez qu'ils le font aussi dans des régions plus étendues, du lobe frontal, du lobe pariétal, de la région temporale inférieure et de la région temporale supérieure. Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'ils refont donc leurs mesures de similarité des profils de densité des récepteurs. Et je vous montre tout de suite les données brutes. Donc vous avez ici l'épaisseur du cortex pour différentes régions cérébrales, 44D, 45, région frontale IFS1, et puis ici on est dans le cortex temporal. Et chaque ligne
représente l'un des 15 récepteurs qui a été étudié. Et vous voyez qu'on commence à avoir de l'information de haute résolution sur la densité laminaire de ces récepteurs. Alors, même sans être anatomiste, on voit tout de suite, par exemple, que l'aire visuelle primaire se distingue des autres. Elle a une structure complètement différente. Et si vous cherchez les différences, vous voyez que toutes les colonnes de gauche se ressemblent. Bon, avec des différences qui existent parfois, hein. Il y a une densité un peu plus grande dans le cortex temporal, mais il y a un profil qui a une certaine ressemblance à travers les différents types de récepteurs. Alors c'est exactement le point que font les auteurs ici, c'est que non seulement il y a une ressemblance forte entre les aires 44 dorsales et ventrales, 45, mais aussi maintenant dans ce nouveau travail 47, donc toutes ces aires se ressemblent, mais dans ce dendrogramme, on voit qu'il y a une ressemblance avec les régions temporales de la partie postérieure du gyrus temporal supérieur. Et si on fait une analyse multidimensionnelle de ces données, on voit qu'il y a vraiment une sorte de regroupement, de clusterisation de toutes ces régions ensemble, alors que d'autres, par exemple les régions pariétales ici, ont tendance, et aussi les régions dorsolatérales du cortex préfrontal, ont tendance à se distinguer et fonctionner ensemble. Alors, c'est vraiment très intéressant de voir que même sur le plan de la structure des récepteurs, il y a une sorte de réseau temporal, frontal, qui a une architecture similaire. On ne sait pas évidemment comment cette densité de récepteurs est construite, mais ça suggère qu'il y a une sorte d'unité fonctionnelle peut-être dans ces réseaux, et de la même manière que ces réseaux dorsaux ici pourraient fonctionner comme une unité fonctionnelle. Je vous rappelle que ces régions pariétales ici sont celles que l'on voyait très brièvement dans le cours précédent associées au traitement des mathématiques. Donc il y aurait une sorte de réseau homogène sur le plan de la structure des récepteurs. Alors qu'en est-il maintenant des connexions entre ces régions? Eh bien là encore, les données suggèrent que ces régions peuvent fonctionner chez l'homme en tout cas, et certainement au sein de l'hémisphère gauche, comme un tout. Ici, vous voyez donc les faisceaux de connexion qui sont impliqués dans les connexions entre le cortex frontal inférieur et les régions temporales. Et vous reconnaîtrez les trois faisceaux fondamentaux. D'abord, le faisceau le plus massif, le faisceau arqué, qui est particulièrement latéralisé à l'hémisphère gauche dans l'espèce humaine, qui relie donc les régions frontales inférieures aux régions supérieures du langage et qui bifurque vers le bas ici. Et puis deux autres faisceaux, la capsule extrême et le faisceau inciné, qui très vraisemblablement véhicule également des informations linguistiques. On va le voir plus en détail dans quelques instants. Donc trois grands faisceaux. Et alors ce qui est intéressant, je vous remontre ici la diapositive qu'avait montrée la semaine dernière Tecumseh Fitch. C'est le travail de Rilling et collaborateurs qui est bien connu dans Nature Neuroscience en 2008. Ils avaient utilisé l'IRM de diffusion chez l'espèce humaine, mais aussi dans le cerveau de chimpanzés et de singes macaques, pour montrer qu'il y a très clairement un aspect particulier du faisceau arqué, donc qu'on voit ici, dans l'espèce humaine. Et que dans l'espèce humaine, ce faisceau d'abord est tout à fait énorme, latéralisé à gauche, mais qu'il bifurque vers le bas pour donc permettre de connecter les régions frontales inférieures gauche aux aires temporales, et notamment temporales moyennes, ici. Et c'est très certainement le sillon temporal supérieur où nous voyons les activations liées au langage. Or, cette branche qui vient en retour ici, dans le cortex temporal, semble être très peu présente, voire ne pas exister du tout chez le singe macaque. Donc il y aurait une évolution particulière qui permet la mise en connexion de ce pôle temporal du langage avec ce pôle frontal inférieur gauche. Et cette mise en connexion joue un rôle fondamental et permet à ce système de fonctionner comme un circuit. Je vous montre juste une diapositive, mais dans le cours de l'année prochaine, je prévois de traiter ce sujet en grand détail. On verra qu'il y a beaucoup d'autres données. L'IRM de diffusion, vous le savez, est toujours sujette à caution, parce que c'est difficile de suivre les fibres et d'être certain que l'on suit bien toutes les fibres dans le cerveau. Les plus fines nous échappent certainement, mais il y a d'autres méthodes, et notamment de connectivité fonctionnelle, et les données de Matthew Rushworth à Oxford qui vont exactement dans le même sens. Il y aurait une sorte de disconnexion dans le singe macaque entre les régions temporales et les régions frontales inférieures. Et cette disconnexion, au contraire, n'existe pas chez l'homme, et il y a une très forte connexion chez l'homme. Alors, les aires du langage ne se contentent pas donc de
communiquer entre elles, mais certaines données, encore très éparses, suggèrent qu'elles rassemblent également les informations en provenance du reste du cerveau. Et très tôt, j'avais été frappé par ce travail de Stephanie Clark avec Di Virgilio, qui fait une étude anatomique sur une personne, mais une étude très fine des connexions du cerveau humain, donc c'est assez rare. Et la situation était la suivante, c'est un patient qui a une petite lésion, un petit accident vasculaire dans la région fusiforme droite, donc très en arrière, dans les aires visuelles de l'hémisphère droit, et ce patient décède d'une autre pathologie, d'une pneumonie, si je me souviens bien, 3 semaines plus tard. Et pendant ces 3 semaines, donc le faisceau, tous les faisceaux qui trouvaient leur origine dans cette région fusiforme droite avaient dégénéré. Et une méthode due à l'anatomiste Naota permet de visualiser les terminaisons supposées monosynaptiques de cette région fusiforme droite. Et cette fois-ci, l'analyse a été menée au sein de l'hémisphère gauche. Vous voyez, ici, c'est l'hémisphère gauche du patient. L'hémisphère gauche qui n'a pas subi de lésion. Autrement dit, on peut voir où se terminent les projections d'une région visuelle droite dans l'hémisphère gauche. Et la découverte très intéressante, c'est que ces projections se concentrent dans les aires du langage, dans le cortex frontal inférieur gauche, dans la région qu'on peut appeler de Wernicke, le cortex temporal postérieur supérieur gauche, et un petit peu également dans la région pariétale inférieure gauche ici. Et évidemment, il y a des terminaisons un peu partout, mais c'est là qu'il y a une concentration extrêmement dense, vous voyez. Les points rouges indiquent la plus haute densité. Donc, dans ces différentes coupes que vous pouvez reconnaître ici, eh bien, on trouve une très forte densité de ces connexions. Donc, ce que ça signifie, c'est que ces aires du langage fonctionnent comme des zones de convergence, comme pourrait dire Damasio. Elles attirent toutes sortes de connexions en provenance de très nombreuses régions des deux hémisphères, et y compris ici l'hémisphère droit. C'est peut-être naturel dans la mesure où, dans le domaine du langage, nous pouvons utiliser les mots pour véhiculer pratiquement n'importe quelle représentation mentale, qu'il s'agisse d'une image, d'un visage, d'une odeur, d'une pensée abstraite. Eh bien, c'est peut-être grâce à ces connexions qui rassemblent l'information que les régions du langage peuvent avoir cette fonction. Alors, la connectivité anatomique, évidemment, est une chose. La connectivité fonctionnelle permet de savoir quelles aires fonctionnent réellement ensemble à un moment donné dans une tâche particulière. Alors, on parle de connectivité fonctionnelle. Je pense qu'on devrait mettre des guillemets autour de ce terme et qu'il s'agit plutôt de corrélation fonctionnelle, puisque la méthode ici consiste à mesurer l'activité en général de l'ensemble du cerveau à travers le temps dans une tâche donnée. Donc, on obtient pour chaque voxel du cerveau une série temporelle, et on va parler de connectivité fonctionnelle lorsqu'il y a une corrélation entre les séries temporelles d'une région et les séries temporelles d'une autre région. En général, on soustrait de ces profils les activations qui peuvent être causées par les stimuli extérieurs, mais il reste dans les résidus de cette série temporelle des fluctuations qui montrent que les régions fonctionnent en corrélation, qu'elles fonctionnent ensemble en quelque sorte, qu'elles s'activent au même moment, qu'elles se déactivent au même moment, et c'est ce qu'on appelle la méthode de connectivité fonctionnelle. Ça ne garantit pas évidemment qu'il y ait une réelle connectivité, mais ça suggère que deux régions du cerveau, si elles ont une forte corrélation fonctionnelle, fonctionnent ensemble comme un tout homogène. Alors ici, dans cet article de l'équipe à nouveau de Catherine Amunds, avec Eekhoff, eh bien, ils se servent de cette connectivité fonctionnelle pour analyser les subdivisions de la région 44, donc de l'aire de Broca. Donc il se pose la question, est-ce que ces divisions anatomiques que nous avons vues avec la méthode des récepteurs, est-ce qu'on peut en retrouver un corrélat fonctionnel? Dans ce premier travail, ils choisissent une immense base de données dans laquelle il y a énormément de coactivation avec d'autres régions distantes du cortex. Et effectivement, il montre que sur la base de ces coactivations avec des régions distantes, on peut montrer qu'il y a une subdivision de la région 44, ici de Broca. Et il trouve jusqu'à 5 clusters, c'est-à-dire des ensembles de voxels qui n'ont pas la même connectivité fonctionnelle, le même appariement avec les autres régions distantes du cortex. Et vous voyez ici ensuite, si on repart de ces clusters et qu'on regarde quelles sont les autres régions du cortex qui sont connectées, si l'on peut dire, en tout cas qui sont coactivées dans de nombreuses tâches, eh bien, on trouve un petit réseau centré sur la région la plus ventrale et latérale de l'aire 44 qui se coactive avec une région temporale supérieure gauche ici. C'est pratiquement le même réseau que je vous ai présenté plusieurs fois déjà dans ce cours comme étant associé à des traitements syntaxiques.
Donc le petit réseau en bleu pourrait être l'une des clés du traitement de la syntaxe. Vous voyez que l'analyse automatisée ici subdivise la région de Broca et qu'il y a une autre région plus dorsale qui pourrait correspondre à la région cytoarchitectonique 44D, donc 44 dorsale, et qui, elle, a un pattern de coactivation complètement différent, avec une coactivation notamment dans la région pariétale. Et ça coïncide tout à fait avec les résultats que nous avons obtenus sur les mathématiques, dans lesquels il y a effectivement une coactivation de ces régions. Vous voyez qu'il y a d'autres subdivisions, certaines régions qui sont enfouies dans le cortex, qui sont plus compliquées à analyser ici. Alors, cela dit, cette analyse ne démontre pas directement quel réseau joue un rôle dans le langage et quel réseau ne joue pas un rôle dans le langage. Ça consiste simplement à dire qu'il y a une subdivision, tous les voxels de cette aire ne travaillent pas de la même manière avec le reste du cerveau. Pour aller plus loin, on peut faire référence à un autre travail du groupe d'Angela Frederici, qui cette fois-ci regarde spécifiquement quelles tâches vont créer une coactivation de deux régions distantes. Autrement dit, dans quelle tâche est-ce qu'on voit fonctionner ce réseau fronto-temporal de façon synchrone. Et donc il réanalyse un jeu de données ici du laboratoire d'Angela Frederici. C'est un laboratoire Max Planck qui fait énormément de recherches sur les réseaux du langage. Et donc ils analysent 4 tâches linguistiques et 2 tâches non linguistiques. Les tâches linguistiques font tout appel à une sorte de syntaxe. Il y a 2 tâches dans lesquelles c'est une langue artificielle avec des séries de syllabes mais qui obéissent à une certaine grammaire. Et puis il y a 2 tâches qui font appel aux phrases parlées ou aux phrases écrites de la langue des sujets, c'est-à-dire l'allemand. Puis il y a 2 autres tâches complètement différentes, non linguistiques. Et donc ils vont regarder la connectivité fonctionnelle, au sens où je viens de la décrire, à partir de la région 44 ventrale et à partir également d'une région plus enfouie ici du cortex operculaire. Et dans les 2 cas, ils trouvent une connectivité fonctionnelle d'abord avec la région temporale, aussi avec les régions symétriques de l'hémisphère droit, mais surtout, le plus intéressant, c'est que cette corrélation fonctionnelle est beaucoup plus forte dans les tâches de langage que dans les 2 autres tâches de contrôle. Donc ici, c'est une image qui vous montre quelles sont les régions du cerveau où il y a plus de corrélation avec cette région, donc 44, dans les tâches linguistiques que dans les tâches non linguistiques. Donc ce surcroît de corrélation indique que dans les tâches linguistiques, ce réseau temporal-frontal, je ne sais pas si on voit le cortex frontal ici, temporal et frontal en partant de cette semence ici, eh bien ce réseau-là travaille plus ensemble lorsque nous effectuons un traitement des phrases ou un traitement de la grammaire. Donc on peut bien ici voir que non seulement il y a une connexion anatomique, non seulement il y a une ressemblance sur le plan des récepteurs, mais il y a un système qui travaille ensemble. Alors est-ce qu'on peut aller plus loin et isoler des opérations syntaxiques ? Je vous ai déjà montré plusieurs travaux dans ce sens, on continuera d'en voir dans les cours suivants. Ici, je voudrais mettre en valeur un travail intéressant parce qu'il pose la question de la causalité par le biais de la méthode des lésions. C'est le travail de Laurie Tyler, j'en avais déjà touché un mot lors des premiers cours, travail qui essaye donc d'isoler les régions qui travaillent sur la syntaxe par le biais des effets d'ambiguïté syntaxique. De quoi s'agit-il ? Eh bien, ils font écouter à des sujets une phrase qui présente une ambiguïté particulière. Par exemple, ici en anglais, un exemple classique, bullying teenagers. Si vous réfléchissez un tout petit peu, ça peut vouloir dire 2 choses différentes. Bully, ça veut dire intimider, hein, mais on peut interpréter cela comme étant un adjectif suivi d'un nom qui est qualifié par cet adjectif. Donc, dans la phrase, par exemple, « The newspaper reported that bullying teenagers are a problem for the local school ». Donc, les adolescents qui intimident les autres, hein, bullying teenagers, sont un problème pour les écoles. Et deuxième interprétation possible, l'interprétation comme un verbe est suivie d'un nom, associé à un nom, qui est son objet. The newspapers reported that bullying teenagers is bad for their self-esteem. Donc le fait d'intimider, l'intimidation des adolescents est mauvais pour leur estime de soi. Vous voyez qu'ici, en regardant juste les 2 mots bullying teenager, on ne peut pas savoir. Et de façon transiente, il y a probablement un petit problème pour le cerveau, à savoir de quelle interprétation il s'agit. Et c'est la suite de la phrase qui permet de savoir de quelle situation il s'agit. Donc l'idée, c'est qu'il y a sans doute un surcroît d'activité dans les régions qui maintiennent de façon temporaire les 2 interprétations possibles et qui doivent ensuite choisir.
Alors, pour servir de contrôle, les auteurs introduisent également des phrases non ambiguës qui ont exactement la même structure, hein, mais par exemple, the teacher knew that rehearsing plays is necessary for a good performance. Donc là, c'est clairement comme la phrase 2, hein, c'est le fait de répéter, les répétitions sont nécessaires pour faire un bon show, comme on dit en français. Alors, voici ce que les auteurs trouvent. D'abord, chez le sujet normal, chez le volontaire sain, en IRM fonctionnel, ils identifient un réseau qui augmente d'activité dès qu'il y a une ambiguïté syntaxique. Donc, si on compare les phrases ambiguës aux phrases non ambiguës, voilà ce qu'on trouve. Très intense activation de la région de Broca, de la région frontale inférieure gauche. Il y a également des activations qui vont de la frontière du lobe temporal, ici, jusque dans la région pariétale inférieure, et une activation à droite. Maintenant, si on isole l'effet de la révision de la structure syntaxique, on trouve un réseau un peu plus restreint. Alors, comment est-ce qu'il procède ici? Eh bien, c'est assez intéressant. Ils se disent qu'il y a certainement des fluctuations d'une phrase à l'autre. D'ailleurs, je suis sûr que vous l'avez ressenti. Hein. Certaines phrases induisent plutôt l'interprétation 1, d'autres l'interprétation 2. Alors, ils interrogent les sujets. Ils commencent par déterminer les préférences des sujets à percevoir telle ou telle phrase comme étant plutôt d'un type ou d'un autre. Et ensuite, ils vont donc classifier les phrases qui sont entendues comme faisant appel à l'interprétation dominante, préférée des sujets ou non dominante. Et lorsqu'on fait cette comparaison, on isole effectivement l'effet de difficulté, le surcroît de difficulté lié au fait qu'on est en train de recevoir une phrase qui n'est pas facile à interpréter sur le plan syntaxique, parce que son interprétation n'est pas dominante. Alors, vous voyez que dans ce cas-là, on isole un réseau qui est plus restreint et qui, cette fois-ci, comprend clairement une composante temporale qui n'atteignait pas le seuil ici, hein, qui implique très clairement la partie triangulaire de la région de Broca, peut-être une région un petit peu plus ventrale ici, et cette région temporale moyenne et du sillon temporal supérieur postérieur. Donc un réseau qui, de façon plausible, intervient dans le traitement des ambiguïtés syntaxiques. Maintenant, comment savoir si ce réseau est nécessaire au traitement syntaxique? Ici, il s'agit simplement d'activation cérébrale. On ne peut pas savoir ce qui est utile et ce qui est simplement présent, mais pas nécessaire à la fonction. Donc pour le savoir, on passe au patient. On fait exactement la même tâche chez des patients qui ont des lésions cérébrales en différents points de l'hémisphère gauche, qui ne sont pas nécessairement aphasiques, hein, il y a une diversité de patients, et on va corréler les performances des patients avec les activations cérébrales. Et alors voici ce qu'on trouve. Si on corrèle donc la différence entre phrases ambiguës et phrases non ambiguës avec la capacité des patients à accepter ces phrases comme étant grammaticales dans leur langue. Donc vous avez une corrélation entre le score d'acceptabilité, ce que les patients ont jugé non acceptable, et les contrastes qui sont présents en IRM fonctionnel. Et on voit que les patients qui réussissent sont ceux qui ont encore de l'activation exactement dans le même réseau. C'est une remarquable réplication hein, dans deux groupes de sujets différents, sujets normaux et patients. On converge vers des régions extrêmement similaires. Ces régions, si elles sont lésées, si elles sont plutôt, pour l'instant, inactivées, insuffisamment activées, en IRM fonctionnel, prédisent que le patient ne va pas être capable de juger la phrase comme étant acceptable. Même chose avec l'intégrité des tissus. Ici, on analyse donc un troisième jeu de données, à nouveau indépendant, c'est l'anatomie des patients. Et cette fois-ci, l'anatomie suggère que la perte de matière grise dans ces régions qui sont indiquées en couleur ici joue un rôle causal dans l'incapacité des patients. Vous voyez que l'analyse des patients permet dans une certaine manière de compenser le fait que nos méthodes d'imagerie cérébrale sont principalement corrélationnelles ici. Ici, on a quand même une inférence qui est potentiellement causale. Le résultat suggère qu'une lésion de l'une ou de l'autre de ces régions peut suffire à créer un déficit de traitement syntaxique. C'est intéressant de voir que dans ces images des patients, la région pariétale inférieure n'intervient plus. Alors on sait que la région pariétale inférieure joue un rôle dans la mémoire de travail verbale en particulier. C'est l'une des hypothèses sur certaines des régions dans ce secteur pariétal inférieur. Et donc on peut penser que la mémoire verbale va intervenir dans la récupération de ces phrases qui sont difficiles à interpréter, mais elle ne joue pas un rôle central. La lésion de ces régions ne suffit pas à créer un déficit syntaxique. Le noyau syntaxique semble être plutôt ce jeu de deux régions, ici la partie triangulaire du lobe frontal et la région temporale postérieure supérieure. Je vous rappelle au passage que j'avais montré dans l'un des cours précédents les travaux qu'on a pu mener avec Chotiga Patamadilok et Christophe Pallier, qui montraient chez le sujet normal, là encore avec une méthode différente, hein, en regardant simplement la manipulation des arbres syntaxiques, qui fait quoi
eh bien, on trouvait une convergence vers un réseau qui est quand même extrêmement similaire. Donc, il y a une grande convergence dans ce domaine. Je vous renvoie au cours, je crois que c'est le cours numéro 2 où j'ai parlé de ce travail. Ces régions qui sont donc activées, qui sont coactivées, dont on voit que la lésion conduit à des déficits, est-ce qu'on peut montrer qu'elles sont couplées et que ce couplage est nécessaire? On peut faire exactement la même analyse chez les patients qu'auparavant, c'est-à-dire la connectivité fonctionnelle, la corrélation des activations entre régions de Broca et le reste du cerveau. Et si on fait ce travail donc, sur les données de Tyler, donc ici c'est une nouvelle publication du même groupe de Tyler qui reprend les mêmes données, sujets normaux et patients. Si on commence par les sujets normaux, partant de cette semence dans la région frontale inférieure gauche, vous voyez qu'on trouve une corrélation fonctionnelle avec les aires temporales dont l'intensité augmente avec l'ambiguïté syntaxique. Donc, nouvelle preuve que plus ce réseau travaille ensemble, enfin, plus l'ambiguïté syntaxique est grande, plus ce réseau travaille ensemble ici. Et maintenant, même chose chez les patients, il existe globalement à travers tous les patients une corrélation fonctionnelle similaire à celle des sujets normaux, mais, de façon intéressante, la force de cette corrélation prédit la performance dans la tâche d'acceptabilité syntaxique. Autrement dit, les patients qui sont atteints d'un déficit syntaxique sont précisément ceux chez qui le couplage frontotemporal a disparu. Donc, toutes ces recherches convergent pour suggérer que le réseau doit travailler ensemble. Si l'information ne circule plus dans ce réseau, ça ne peut plus fonctionner. Bon, ces données, il faut réfléchir un tout petit peu, il y a une certaine forme de circularité. Ce sont précisément les patients qui ont des lésions dans ces régions qui montrent une perte de ce couplage frontotemporal. Donc il faudrait mener des analyses plus fines, et j'espère qu'ils le feront par la suite, pour avoir des lésions, par exemple, uniquement dans les faisceaux de substances blanches, sans avoir de lésions corticales. Ça permettrait vraiment de conclure de façon définitive qu'il faut avoir non seulement l'intégrité des deux régions, mais la circulation de l'information entre les deux. Alors, toujours sur ce même sujet, la même équipe prolonge le travail. Elle va essayer de quantifier l'anatomie même de ces faisceaux. Donc, je vous remontre ici ce faisceau arqué en haut et ce faisceau de la capsule extrême en bas. Et certainement ici, d'ailleurs, ça inclut d'autres faisceaux longitudinaux qui connectent les régions occipitales au cortex frontal. Et ils analysent l'intégrité de ces faisceaux sur leurs patients et ils montrent que les deux faisceaux arqué et capsule extrême, semblent impliqués dans la communication entre ces deux régions et que la lésion de n'importe lequel de ces deux faisceaux peut suffire peut-être à créer un déficit de traitement syntaxique. Donc vous voyez ici, on a les contrôles en bleu qui nous donnent une idée de l'anisotropie de ces faisceaux. FA, c'est fractional anisotropy, en anglais l'anisotropie, donc c'est une mesure de l'intégrité du faisceau. Donc ça nous donne la référence chez le sujet normal dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit. Et ici, nous avons donc une anomalie tout à fait nette dans l'hémisphère gauche des patients qui ont un déficit. Et même chose pour la capsule extrême ici. Et c'est une autre mesure ici de diffusivité moyenne qui fonctionne en signe inverse, qui nous montre qu'il y a aussi une anomalie de diffusivité moyenne chez ces patients. Donc tout converge pour suggérer que les deux faisceaux seraient utilisés dans le traitement de la syntaxe. Alors, est-ce qu'on peut préciser un petit peu les rôles respectifs de ces faisceaux de connexion? Dans l'analyse initiale de Tyler et collaborateurs, ils ne regardent que le traitement syntaxique, mais dans une étude que j'ai trouvée intéressante, reprenant donc 24 patients droitiers, tous avec des lésions de l'hémisphère gauche, ils vont regarder beaucoup plus en détail, avec toute une batterie de tests, si certains de ces faisceaux jouent un rôle unique dans le traitement de la syntaxe, ou s'il y a aussi un rôle dans le traitement de la phonologie, ou dans le traitement d'informations morphologiques ou sémantiques. Alors, ils soumettent donc les patients à une série très systématique de tests, aussi bien en compréhension qu'en production. L'ensemble de ces compétences sont évaluées. Et tout ceci est mis en corrélation avec l'analyse des lésions de ces patients. Alors, à nouveau, voilà une image des analyses qu'ils arrivent à faire. Ils ont un masque, et ce masque indique la position statistique du faisceau arqué et de la capsule externe, et ils analysent en chacun des points de ce masque l'intégrité mesurée par IRM de diffusion chez chacun des patients et mettent en corrélation l'intégrité de ces régions avec les scores obtenus dans ces différents tests neuropsychologiques. Alors voilà les résultats, je vais essayer de vous les expliquer. C'est assez intéressant, en même temps je pense que c'est encore embryonnaire et ça demande à être répliqué. Mais il y a un résultat qui est assez clair, c'est que si on regarde la ligne du haut, pour les tests phonologiques, on observe une corrélation entre les scores,
qui sont ici, donc le nombre de réponses correctes, aussi bien en compréhension du langage qu'en production du langage. Dans ces tests phonologiques, c'est uniquement les voxels appartenant à la voix plus dorsale du faisceau arqué qui corrèlent avec les performances des sujets. Autrement dit, ça suggère que les tâches phonologiques reposent sur l'intégrité du faisceau arqué. C'est ce faisceau plus dorsal qui est impliqué. Inversement, si on regarde les tâches sémantiques, ici dans la ligne 2, eh bien on voit que même s'il n'y a pas une convergence parfaite entre compréhension et production, dans les deux cas, ce sont des voxels beaucoup plus ventraux dans le cerveau qui sont impliqués, qui sont situés sur le parcours de la capsule extrême. Et on peut supposer donc que c'est plutôt ce faisceau ventral qui est impliqué dans l'échange d'informations sémantiques nécessaires aux tâches qui ont été utilisées ici. Alors pour la syntaxe, par contre, les auteurs voient systématiquement deux clusters qui se ressemblent relativement bien pour les tâches de compréhension et de production, ce qui correspond à l'idée que les patients ont des déficits dans les deux domaines simultanément. Et dans les deux cas, il semble bien que les lésions recouvrent les deux faisceaux de connexion. Donc, si ce résultat peut être pris au sérieux, vous voyez que c'est pas totalement, on ne voit pas totalement le parcours de l'ensemble du faisceau, hein, donc c'est un petit peu difficile de conclure ici, mais on a l'impression que dans le cas de la syntaxe, c'est vraiment l'intégrité des deux faisceaux de connexion qui est nécessaire, comme s'il y avait une sorte de circulation de l'information, peut-être, par le biais de ces deux faisceaux, entre le cortex temporal et la région frontale inférieure gauche. Je trouve ce type d'analyse très intéressante. 24 sujets, ce n'est pas beaucoup, évidemment, étant donné que vous voyez ici les résultats de 6 tests différents, et j'ai laissé de côté les résultats sur la morphologie, qui étaient encore plus compliqués et moins convergents entre compréhension et production. Donc, je pense qu'il faut persévérer dans ce travail, si on peut dire, mais certainement obtenir des centaines de patients pour avoir un résultat plus conclusif. Et si on veut vraiment obtenir des conclusions sur les faisceaux de substance blanche, il faudrait avoir des patients qui n'ont de lésions que dans la substance blanche, évidemment. Ce qui est très difficile. Alors, d'autres études tentent également de faire des séparations entre voie dorsale et voie ventrale dans la communication entre le lobe temporal et le lobe frontal. Et j'ai choisi en particulier une étude qui est assez intéressante dans PNAS en 2008 de Saur et collaborateurs, parce qu'ils arrivent à dissocier phonologie et traitement du sens des phrases, et les résultats sont assez convergents avec ceux que l'on vient de voir. Donc, ils pratiquent de l'IRM fonctionnel pour isoler deux réseaux. Un réseau qui est un réseau plutôt phonologique. Ils font ici une comparaison entre une tâche de répétition de pseudomots et une tâche de répétition de mots. Alors quand on répète des pseudomots, c'est évidemment plus difficile, il n'y a pas une phonologie mémorisée, lexicale, et donc ils voient un surcroît d'activité qu'ils attribuent à un traitement phonologique et articulatoire pour les pseudomots. Puis dans la deuxième soustraction, pour isoler un traitement plutôt sémantique, ils font une comparaison entre l'écoute de phrases structurées et l'écoute de pseudophrases dépourvues de sens. Alors, vous voyez que ces deux soustractions donnent des résultats assez différents. Elles divisent le système en deux grands réseaux. Ce ne sont pas des soustractions extrêmement spécifiques, hein, mais elles fonctionnent bien au niveau du sujet individuel. La soustraction 1 donne lieu au réseau en bleu, ici, qui implique vraiment les régions les plus supérieures du lobe temporal, donc celles qui étaient associées au traitement auditif et phonologique, dans l'image de Cathy Price au départ, et puis des régions impliquées dans la production motrice à différents niveaux ici, y compris quand même à la région operculaire de l'aire de Broca, et une région très enfouie ici operculaire. Et puis le réseau de traitement des phrases et du traitement de sens des phrases fait appel à une région beaucoup plus large qui englobe la précédente, qui est devant celle-ci, qui implique la région triangulaire de l'aire de Broca, la région la plus ventrale ici orbitaire, et tout ce chapelet de régions autour de la région temporale moyenne et du sillon temporal supérieur. Alors, ce qui est intéressant ensuite, c'est que les auteurs pratiquent une IRM de diffusion chez les mêmes sujets et ils essayent de voir qu'est-ce qui connecte les aires en bleu et qu'est-ce qui connecte les aires en rouge. Ça donne lieu à un réseau qui est un petit peu compliqué, que j'ai choisi de ne pas vous montrer, mais un résultat qui est intéressant, c'est vraiment de penser que la voie dorsale ici du faisceau arqué est plutôt impliquée dans la connexion des aires en bleu, et la voie ventrale, passant par la capsule extrême, serait impliquée beaucoup plus dans la communication des informations sémantiques. De ce point de vue-là, il y a donc une convergence assez nette avec les résultats que l'on vient de voir du groupe de Tyler et collaborateurs, et bon, reste à voir quel est le rôle respectif dans ce travail ici de ces deux voies pour la syntaxe. Le niveau de la syntaxe lui-même n'est pas isolé. Cette soustraction écoute de phrase ou de pseudo-phrase conserve encore un ensemble extrêmement vaste de traitements qu'il faudrait ensuite disséquer.
Alors justement, je voulais pointer là encore vers une étude qui poursuit cette dissection. C'est une étude relativement ancienne maintenant, mais toujours très intéressante, je trouve, de D'Apreto et Buchheimer. À l'intérieur des phrases, ils se demandent comment est-ce qu'on peut faire pour subdiviser un traitement syntaxique et un traitement sémantique. On verra encore beaucoup d'autres subdivisions de ce type par la suite. Mais ici, je trouve que la tâche est tellement simple et limpide que c'est intéressant. Les résultats sont également très limpides. On fait écouter des paires de phrases, et pardon pour la faute d'orthographe, mais soit il y a une relation syntaxique, soit il y a une relation sémantique. Donc, dans la condition de gauche syntaxique ici, le policier arrête le voleur a été arrêté par le policier. Votre tâche consiste à dire si on a dit la même chose ou pas. Pour savoir si on a dit la même chose ou pas, il faut évidemment pratiquer un mouvement syntaxique. Il faut voir si ce qui a été déplacé a été déplacé de manière à préserver le sens de la phrase. Donc il peut y avoir des phrases qui ont un sens différent. The teacher was outsmarted by the student. The teacher outsmarted the student. Dans ce cas-là, bien que la ressemblance entre les phrases soit à la limite plus grande sur le plan superficiel, il faut dire différent, parce que sur le plan du sens de la phrase, qui est calculé par la syntaxe, eh bien, il s'agit évidemment de structures différentes. Ce n'est pas le même agent, ce n'est pas le même patient. Vous voyez que ça oblige à des manipulations syntaxiques, et dans la condition sémantique, le sujet fait toujours la même tâche. Il doit dire est-ce qu'il s'agit de la même chose ou pas, du même sens ou pas, mais cette fois-ci, on fait appel à des synonymes. Donc, on force un traitement sémantique plutôt que syntaxique. Par exemple, the lawyer questioned the witness, the attorney questioned the witness. Okay. Donc, c'est très proche, ça fait appel à des quasi-synonymes. The man was attacked by the Doberman, the man was attacked by the pitbull, etc. Vous voyez que ça oblige à une réflexion. On peut même d'ailleurs se poser la question, est-ce que toutes ces phrases sont vraiment pareilles ou différentes, hein? Il y a des nuances, mais ça oblige à une réflexion qui est une réflexion de niveau sémantique, alors que la structure syntaxique ici est parfaitement inchangée. Eh bien, lorsque les auteurs font le contraste entre ces deux tâches élémentaires, ils trouvent qu'effectivement des secteurs différents de l'aire de Broca sont impliqués, et c'est la partie vraiment le cœur de l'aire de Broca, la partie triangulaire ici, qui est impliquée. Enfin, il l'attribue à l'aire 44, mais ce n'est pas tout à fait évident sur la base des coordonnées de savoir si on est vraiment dans la partie plutôt 44 ou la partie plutôt 45 ici. Mais c'est très clair que l'activation est très différente pour l'activation sémantique, et on se situe ici dans une région beaucoup plus ventrale. Donc on peut vraiment, il semble, faire des subdivisions à l'intérieur de l'aire de Broca, et ce travail est encore en cours actuellement. Alors comment comprendre et synthétiser tous ces résultats? Vous voyez le problème auquel on est confronté, hein, des expériences comme celle-ci, il y en a peut-être 50 par an en ce moment dans les différents laboratoires du monde. Tout le monde essaye de subdiviser ces régions. Alors il nous faut un cadre théorique, et Peter Agort, qui dirige lui aussi un Max Planck, un institut Max Planck à Nimègue, a fait une proposition intéressante qui, je trouve, peut peut-être aider à structurer toutes ces données, qu'il appelle Memory Unification Control, un modèle de l'interaction entre ces régions. Il nous propose un schéma de ce type. Il dit que nous avons vraisemblablement affaire à des circuits parallèles qui ont tous plus ou moins la même architecture, qui font appel à des secteurs différents de la région frontale inférieure gauche et des secteurs différents du cortex temporal ou du secteur du cortex pariétal inférieur, associés à des structures de la ligne médiane du cerveau. Alors c'est vrai que très souvent, on voit des réseaux parallèles avec un déplacement de ces réseaux, comme on vient de le voir par exemple, suivant qu'on traite de la phonologie, de la syntaxe ou de la sémantique. Donc le réseau en bleu serait impliqué dans les opérations de type phonologique ou articulatoire. Le réseau qui est en vert clair ici serait impliqué dans le traitement plutôt de la syntaxe, et le réseau plus ventral serait impliqué dans le traitement de la sémantique, mais à chaque fois, il y aurait une architecture similaire. Et pourquoi cette architecture similaire? Eh bien, Peter Agort fait une proposition très intéressante. Il dit, vraisemblablement, le cortex temporal engrange des répertoires d'objets mémorisés. Donc, il a des lexiques. Alors, on peut avoir un lexique des phonèmes de sa langue maternelle. On a vu que l'activation de la région temporale supérieure se conformait à la théorie phonologique. On aurait des lexiques de la structure des mots, ce qu'on peut appeler un lexique syntaxique, qui dit de quelle catégorie de mots
il s'agit, quels sont les liens possibles entre ces mots, et donc des informations de nature syntaxique seraient stockées dans certaines régions du lobe temporal. Ne prenez pas les localisations à la lettre, hein, c'est vraiment un schéma un petit peu caricatural, mais l'idée c'est que la région supérieure plutôt impliquée dans la phonologie, une région plus inférieure serait impliquée dans le lexique syntaxique. Puis d'autres régions encore véhiculeraient des informations sémantiques, et dans tous les cas, ces informations seraient en quelque sorte isolées dans le cortex temporal, des mots isolés ou des concepts isolés ou des phonèmes isolés, et le travail du cortex frontal inférieur serait d'unifier ces régions entre elles, de créer donc ces structures arborescentes dont je vous parle depuis le départ, des structures dans lesquelles les objets ne sont pas simplement alignés les uns par rapport aux autres dans une séquence, mais non dans une vraie arborescence qui permet de représenter donc la structure d'un mot, la structure d'un syntagme et éventuellement la structure d'une représentation sémantique plus complexe. Donc, dans cette revue que je vous recommande de Peter Hagort, vient la suggestion qu'il y a une série de circuits et il passe en examen toute une série d'expériences d'IRM fonctionnelles qui sont compatibles avec cette idée de circuits parallèles. On en a vu quelques-unes dans ce cours. Donc, pour résumer l'idée, hein, c'est un modèle qu'on peut appeler lexicaliste de la syntaxe, c'est-à-dire que chaque mot dispose d'une entrée particulière dans un lexique. La structure à ce niveau, d'après Peter Hagort, prendrait la forme d'une sorte de petit arbre, un mini-arbre, on peut dire un trillet en anglais. Donc par exemple, un nom comme flight, ici, serait représenté comme, bien sûr c'est un nom, mais il a une petite structure autour de lui qui fait qu'il peut prendre un déterminant devant lui et éventuellement un objet. De la même manière, un verbe se représentait comme étant bien sûr un verbe, mais avec tout un petit arbre autour de lui qui dit quels sont les arguments, sujets, objets, éventuellement compléments qu'il prend. Donc la structure du verbe ferait l'objet d'un mini-arbre. Bon, les syntaxiciens certainement seraient amenés à développer ou voire à nuancer hein, ce modèle qui est un petit peu schématique, mais ce n'est pas idiot de penser que le système nerveux peut stocker des connaissances qui sont lexicales, mais lexicales syntaxiques, qui ont toutes les propriétés des arborescences potentielles qu'un mot peut construire. Alors, dans l'exemple qui est ici, vous avez peut-être remarqué que c'est le même mot qui a été utilisé deux fois. Et on retombe sur cette notion d'ambiguïté syntaxique. Il peut y avoir des mots ambigus, ici c'est en hollandais, qui sont à la fois des noms, et sont à la fois des verbes, et dans ce cas-là, il va y avoir plusieurs arbres potentiels, et le travail de la région de Broca va être d'essayer d'unifier ces arbres entre eux. Donc l'idée, c'est que la région de Broca reçoit ces informations du lobe temporal, et elle essaye de trouver des manières d'imbriquer ces objets les uns dans les autres, en tenant compte évidemment de l'ordre des mots, de manière à ce que, par exemple, ce nœud ici potentiel du verbe, le sujet du verbe, puisse être rempli par un autre mot qui a été présenté auparavant dans la phrase ou à un autre endroit dans la phrase. Bon, le modèle n'est pas plus précis que ça. Comment cette opération d'unification se réalise, c'est évidemment un sujet très complexe, ce qu'on appelle en anglais le parsing, c'est-à-dire l'analyse syntaxique de la phrase. C'est vraiment un sujet difficile, même pour les ordinateurs et les algorithmes contemporains. Mais l'idée générale, je pense, a une certaine plausibilité. Le cortex temporal a un lexique à différents niveaux. La région préfrontale unifie ces objets pour en créer des objets plus gros, finalement, qui peuvent à leur tour, peut-être par le biais de ces connexions récurrentes, eh bien, réentrer et donc faire l'objet de représentations récursives syntaxiques. Alors, pour tester le modèle, avec Snyders et collaborateurs, Peter Hagort propose une expérience particulière, à nouveau fondée sur l'ambiguïté. Et c'est assez malin. Donc tout à l'heure, on a vu une expérience sur l'ambiguïté où on manipulait simplement l'ambiguïté au niveau de la phrase tout entière. Et on a vu que l'ensemble du réseau temporal frontal inférieur gauche se suractivait lorsqu'il y avait une ambiguïté et qu'il fallait la traiter, la résoudre. Et bien ici, il rajoute une manipulation supplémentaire qui est d'avoir l'ambiguïté lexicale d'un mot comme flirten ici, donc qui peut être un nom ou un verbe, mais dans une phrase ou dans une liste. Donc le mot est ambigu dans la liste, il est déjà ambigu. Est déjà sans doute plus difficile à traiter par le lexique syntaxique, qui a ces deux possibilités, qui va donc peut-être avoir le double d'activation s'il y a deux objets à activer. Mais c'est seulement dans la condition de phrase qu'on devrait voir le système d'unification travailler plus pour résoudre cette ambiguïté. Donc la prédiction, alors d'abord je vous montre les exemples, c'est toujours la même idée, le début de la phrase est ambigu, ne permet pas de conclure, donc ici, je ne sais pas si je peux prononcer le hollandais, mais beide vluchten werden geannulert. Both flights were cancelled, les deux vols ont été annulés, et on peut commencer exactement de la même manière. Beide vluchten
Behext, les deux se sont enfuis de la maison hantée. Voyez. Donc ce sont des sens complètement différents qui sont associés au même début de la phrase, à la même ambiguïté. Alors la logique est extrêmement simple. La prédiction, c'est que les régions impliquées dans le lexique syntaxique devraient montrer plus d'activité pour les mots ambigus, qu'ils soient en liste ou qu'ils soient en phrase, alors que les régions impliquées dans l'unification ne devraient montrer cet effet qu'au sein des phrases, pas au sein des listes de mots, parce qu'elles ne peuvent pas faire le travail d'unification lorsqu'il s'agit d'une liste de mots. Donc la logique, je trouve assez belle et simple, et le résultat est relativement cohérent avec cette prédiction. Bon, le premier résultat que tout le monde trouve très facilement, hein, c'est que lorsqu'on fait l'IRM fonctionnel, on voit plus d'activité dans l'ensemble des aires du langage lorsqu'on travaille avec des phrases que lorsqu'on travaille avec des listes de mots. Mais le deuxième résultat, c'est qu'au sein de ce réseau, il y a une petite région temporale postérieure qui est impliquée dans l'ambiguïté lexicale et qui montre un effet principal, c'est-à-dire que cet effet d'ambiguïté existe aussi bien dans les listes que dans les phrases. Voilà. Il y a aussi d'autres régions, hein, et notamment dans le striatum droit, donc ce n'est pas absolument unique cet effet, puis vous voyez que c'est un tout petit effet. Par contre, si on passe aux phrases maintenant, donc au sein des phrases, on retrouve cet effet d'ambiguïté dans la même région temporale, comme je vous l'ai dit, donc un effet à la fois dans les listes et dans les phrases, mais on trouve cette fois-ci une activation dans la région de Broca, ainsi que dans son symétrique de l'hémisphère droit ici, et peut-être d'autres régions plus ventrales du lobe temporal. Donc un effet d'ambiguïté qui s'étend lorsque les mêmes mots sont traités dans des phrases. Et voilà le profil d'activation dans la région de Broca. Vous voyez qu'il y a effectivement une interaction, hein, c'est-à-dire que il n'y a pas d'effet d'ambiguïté, c'est la différence entre mots ambigus et mots non ambigus dans la liste, mais il y a un surcroît d'activité et un effet d'ambiguïté lorsque les mêmes objets sont traités dans des phrases. Et vous voyez qu'ici, dans la région temporale, par contre, on a un plus grand parallélisme. On a quand même l'impression qu'il y a une interaction, hein, mais disons qu'il y a un effet d'ambiguïté à la fois dans les listes et dans la présence de phrases. Bon, cette expérience peut être critiquée, hein. Vous voyez que ces effets sont quand même tout à fait faibles. Et si on regarde le détail de la manière dont l'article est écrit, les statistiques effrayeront un petit peu les puristes, hein. L'interaction que vous voyez ici n'est pas vraiment significative au niveau du cerveau tout entier. Il faut se restreindre à une région d'intérêt pour qu'elle le devienne. Et l'interaction entre régions n'est pas testée. Ça, c'est un problème. S'il y a des étudiants dans la salle, je me permets d'attirer l'attention là-dessus. Si on veut conclure que deux régions font un travail différent, sur le plan statistique, il faut tester l'interaction entre régions. Il faut montrer qu'il y a une différence significative entre deux régions, n'est-ce pas ? Donc il faut inclure le facteur région dans l'analyse de variance pour montrer que cette interaction existe ici, elle n'existe pas là. Bon, cette interaction n'est pas testée du tout dans l'article en question, donc c'est une lacune et on peut penser que si elle était testée, elle ne serait pas significative parce qu'il y a vraiment quand même une ressemblance entre ces deux ensembles de données. Donc, prenons ça avec des pincettes, acceptons plutôt l'idée qui est intéressante, qu'il peut y avoir un lexique qui s'active déjà dans les listes de mots dans le lobe temporal, et au contraire, un système qui ne s'active que dans les phrases et qui résout les ambiguïtés uniquement lorsqu'elles surviennent dans le domaine des phrases, dans le lobe frontal. Cette idée est prolongée par une analyse dans un autre article, hein, des mêmes données par cette méthode donc, de connectivité fonctionnelle, de corrélation fonctionnelle. C'est assez intéressant et ça confirme hein, cette analyse. Donc si on part d'une région frontale inférieure gauche, on va trouver un couplage avec le cortex temporal en cas d'ambiguïté uniquement pour les phrases. Donc vous voyez ici cette image représente quelles sont les régions qui sont connectées au sens où elles covarient dans le temps, elles ont le même profil fin temporelle d'activation avec la région ici frontale inférieure gauche, et la seule région qu'on trouve, c'est dans le cortex temporal, et uniquement dans la condition de phrase, on ne trouve rien dans la condition de liste de mots. Par contre, si on part dans le sens inverse, si on part de la région temporale ici, et qu'on regarde quelles sont les autres régions du cerveau qui sont connectées, dans la liste de mots, on va trouver la région en vert. Donc il y a un petit réseau local au cortex temporal qui est activé en cas d'ambiguïté. Et par contre, dans la condition de phrase, on trouve cet immense réseau, pratiquement l'ensemble du réseau des aires du langage. Donc à nouveau, hein, le facteur d'ambiguïté met en connexion, oblige à mettre en connexion avec d'autres régions à partir du lobe temporal, uniquement lorsqu'on est dans un contexte de phrase.
Bien, alors vous voyez qu'on progresse tout doucement, on peut vraiment isoler des réseaux qui ont des fonctions différentes. Imaginez qu'il y a plusieurs circuits parallèles les uns aux autres dans le cerveau. Dans le dernier travail que je voudrais vous présenter aujourd'hui, je voudrais vous montrer qu'on peut aller encore plus loin et aller jusqu'à une sorte de micro-décomposition des aires du langage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien qu'il n'y a pas seulement des régions spécialisées pour la syntaxe, pour le lexique, etc., mais au sein de ces régions, il pourrait exister des décompositions en sous-domaines qui sont peut-être ultra spécialisées. Et ici, la spécialisation qui vient d'être étudiée par Frankland et Green, c'est un article qui est paru il y a quelques mois dans PNAS, c'est la décomposition des rôles thématiques, c'est-à-dire quel est l'agent et quel est le patient, si on peut dire, de la phrase. On va voir que selon leurs résultats, il y aurait des micro-territoires dans notre cerveau qui fonctionnent comme des boîtes dans lesquelles on peut coder l'agent, coder le patient d'une phrase particulière. Il s'agit ici d'une représentation sémantique, mais qui donne une idée du niveau de spécialisation auquel peut-être on peut s'attendre. Et puis je voudrais vous montrer aussi ce travail parce qu'il nous montre à quel point on a avancé dans les techniques de décodage de l'activité cérébrale. Donc on arrive maintenant à décoder des informations assez précises sur le contenu de ce qui a été traité et compris, de la phrase qui a été traitée ou comprise par un sujet. Alors, on commence par, c'est un article dans lequel il y a plusieurs expériences. Dans l'expérience 1, les auteurs se posent une question extrêmement simple mais centrale. Est-ce qu'on peut décoder des phrases, donc trouver dans l'activité cérébrale des informations qui permettent de faire la différence entre des phrases dans un sens et dans l'autre? Vous savez qu'en anglais, on dit toujours, chez les journalistes, si c'est dog bites man, ce n'est pas des nouvelles, it's not news, mais man bites dog, it's news. Okay. Donc c'est la syntaxe qui permet de faire la différence entre man bites dog ou dog bites man. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils analysent ici. Donc ils présentent des phrases du type « the baby kicked the grandfather » ou, plus horrible, « the grandfather kicked the baby ». Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, évidemment, on peut les présenter à la voix passive. Donc, the baby was kicked by the grandfather, c'est horrible. The grandfather was kicked by the baby, c'est anodin. Donc, ils présentent toutes ces phrases, 4 phrases, et encore d'autres, il y a des paires de phrases comme ça. Et l'idée, c'est d'aller chercher dans le cerveau quelles régions permettent de faire la différence entre ces phrases. La différence sur le plan du sens, c'est-à-dire qu'on va catégoriser ensemble les phrases à la voix active et à la voix passive dans la mesure où elles ont le même sens. Alors c'est ici que intervient donc la notion de rôle thématique. Ce qui est décodé par les auteurs ici, c'est qui est l'agent et qui est le patient, c'est-à-dire qui a fait quoi à qui. Mais ça n'est pas quel est le sujet ou quel est l'objet. Ce n'est pas donc la fonction syntaxique qui est décodée, mais c'est la fonction sémantique, si on peut dire thématique, qui a fait l'action et qui est le récipiendaire, si on peut dire, de l'action, le patient. Alors, une recherche systématique au niveau du cerveau tout entier permet d'identifier des régions du lobe temporal gauche dont la configuration d'activité prédit le sens de la proposition. Donc, on cherche dans tout le cerveau, on a fait écouter ces phrases plusieurs dizaines de fois chacune, ce sont les phrases écrites, pardon. Donc, on a fait lire ces phrases plusieurs dizaines de fois chacune au sujet qui se prête à cette expérience. On a obtenu des images d'IRM de haute résolution. On promène une petite région comme ça, et les voxels qui sont dans cette région, on les fait rentrer dans un système d'apprentissage par ordinateur qui essaye de séparer sur la base de l'activation dans cette région les phrases du type 1 et les phrases du type 2, les phrases de « the baby kicked the grandfather » et les phrases de « grandfather kicked the baby ». Okay. Et on y arrive. On y arrive mieux que le hasard ne le prédirait. Évidemment, il y a tout un travail statistique pour prouver que c'est significatif, mais on trouve des régions du lobe temporal dont l'état d'activité, qui est représenté ici, il y a 2 voxels, permet de séparer les phrases d'un type et les phrases de l'autre type. Donc ici, on travaille évidemment avec plusieurs dizaines de voxels. Ce sont des méthodes qu'on appelle d'analyse multivariée, mais l'objectif, c'est de tracer un hyperplan, une séparation ici, qui permet automatiquement de prédire sur la base de l'état d'activité quelle est la phrase que la personne a entendue. Alors, les auteurs ne s'arrêtent pas là.
Bon, évidemment, ce résultat suggère d'ores et déjà que cette région joue un rôle crucial dans la représentation de qui a fait quoi à qui, la représentation des rôles thématiques. Les auteurs vont un petit peu plus loin, ils montrent qu'il y a sans doute un rôle causal dans ce calcul, parce qu'ils trouvent que l'amygdale cérébrale intervient également dans la distinction entre ces deux types de phrases, et cette fois-ci de façon directionnelle. Il y a plus d'activité de l'amygdale cérébrale quand vous lisez « The grandfather kicked the baby », qui est horrible, que lorsque vous entendez « The baby kicked the grandfather ». Donc le sens, avec l'émotion qui est véhiculée par la phrase, est codé dans l'amygdale cérébrale. Alors les auteurs arrivent à montrer qu'il y a sans doute un lien causal entre cette activation et l'activation émotionnelle profonde, dans la mesure où plus cette région sépare les deux types de phrases, plus l'amygdale est activée. Voilà, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce lien qui est mentionné dans la figure. Plus il y a une distance importante sur la base de l'activité cérébrale entre les deux types de phrases, plus l'amygdale va être activée. Donc les auteurs suggèrent que c'est là qu'est fait le calcul des rôles thématiques et que tout ceci est envoyé à l'amygdale qui réagit en signalant s'il y a un contenu émotionnel ou pas. Bon, première expérience qui nous montre qu'il y a donc un codage de qui fait quoi, mais question posée, est-ce que c'est une représentation du sens de la phrase tout entière, une intégration de l'ensemble, ou bien est-ce que c'est une représentation des rôles thématiques, c'est-à-dire de chaque objet? Est-ce qu'il y aurait une représentation de l'agent et une représentation du patient séparées les unes des autres? Si on suit le modèle de Haggort, on s'attend plutôt à la deuxième solution. On s'attend à ce qu'il y ait une sorte de lexique dans lequel à un certain endroit on stocke l'agent, à un autre endroit on stocke le patient. L'expérience 2 va tester exactement cela. On va présenter toujours à la voix active et à la voix passive toutes les combinaisons possibles de 4 agents, de 4 patients et de 5 verbes. Donc ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez, ça peut être dog chased man, et vous avez pour l'agent 4 possibilités, man, girl, dog, cat, et toujours pour le patient, vous avez les mêmes 4 possibilités. Voilà. Et la seule contrainte, c'est qu'on ne va pas répéter 2 fois le même mot dans la même phrase, mais sinon, toutes les combinaisons sont possibles, et il y a ces 5 verbes possibles au milieu. C'est une expérience un peu ingrate, dans laquelle le sujet va lire des dizaines de fois toutes ces combinaisons possibles, mais ça va permettre de poser la question, donc est-ce qu'on peut construire un décodeur qui, sur la base de l'activité cérébrale, arrive à dire qui a fait l'action, un décodeur de l'agent, et de la même manière, on va essayer de construire un décodeur du patient. Donc, who did it, to whom it was done, was it done. Donc, toujours la même logique, on va isoler un petit cube de voxels, 3 par 3 par 3, 27 informations qu'on rentre dans un système d'apprentissage sur ordinateur qui essaye, sur la base de ces informations, de séparer quels sont les 4, lequel des 4 agents possibles a fait l'action dans l'exemple qu'on a sous les yeux à un moment donné. On entraîne l'ordinateur avec énormément d'exemples, on en garde quelques-unes pour généraliser. Donc, on évite une circularité ici en séparant clairement les ensembles d'entraînement et les ensembles de tests. Et je dois dire tout de suite qu'on peut faire un décodeur comme ça pour l'agent et le patient. On pourrait le faire aussi pour le sujet ou pour l'objet de la phrase, puisque les deux facteurs sont complètement croisés ici, puisqu'il y a les actives et les passives. Mais les auteurs signalent en passant qu'ils n'ont rien trouvé pour le décodage du sujet et de l'objet. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que les manipulations de mouvements syntaxiques qui permettent de passer d'une active à une passive sont en quelque sorte effacées, et ce qui est stocké par le cerveau de façon explicite, c'est plutôt l'agent et le patient sont les rôles thématiques, mais pas la structure syntaxique qui a conduit. C'est une sorte de structure profonde sémantique qui est codée. Alors qu'est-ce que les auteurs trouvent? C'est là que le résultat est assez remarquable et en même temps difficile à croire. Il y aurait 2 petites régions, l'une en rouge qui permet de décoder le patient et l'une en bleu qui permet de coder l'agent. Et cette organisation est reproductible d'une personne à l'autre, elle est statistiquement significative. Il y a systématiquement une sorte de gradient. Plus on va vers les régions latérales de ce cortex temporal à cet endroit bien précis, plus on est capable de décoder le patient, et plus on va vers les régions mésiales, plus on est capable de décoder l'agent de l'action. Vous voyez la même chose ici. J'attire votre attention sur la taille de ces effets. Ici, l'échelle est en pourcentage de réussite par rapport au niveau du hasard. Alors le niveau du hasard, c'est 25%, et l'échelle ici, c'est un demi%, 1%. D'accord ? Donc ne sortez pas de celle-ci en disant « ça y est, on peut scanner le cerveau et savoir quelle phrase on a entendue ». Non, on fait mieux que le hasard. On fait significativement mieux que le hasard parce que les barres d'erreur sont tellement petites ici
que ce résultat est significatif. Mais on fait 26% et pas 25%. Donc, vous voyez que c'est un test de laboratoire qui a un intérêt pour savoir ce que font ces régions, peut-être, mais ça n'est certainement pas quelque chose qui va se traduire dans la réalité des faits de façon très rapide. Néanmoins, dans le principe, ces résultats suggèrent qu'il y a des régions cérébrales qui ont encapsulé une connaissance très particulière et que l'on commence à savoir décoder la connaissance de qui a fait quoi dans une phrase très simple comme celle-ci. Alors, les résultats étaient difficiles à croire au départ, mais les auteurs les répliquent. Et donc voici l'expérience que je viens de vous montrer, et une réplication indépendante avec des nouvelles données et des résultats qui sont quand même excessivement comparables sur le plan, disons, de l'organisation géométrique, sachant que ce n'est pas les mêmes sujets. Donc il y a très peu de recouvrement entre ces deux régions. Il y aurait vraiment deux régions physiquement disjointes ici. Il est également possible de décoder l'identité du verbe. Vous vous souvenez qu'il y avait 5 verbes possibles, donc on peut créer un décodeur pour décoder le verbe. Et là, on trouve des résultats qui sont un petit peu différents. Il y a une petite région toute proche qui permet de décoder le verbe, mieux que le hasard. Il y a surtout une région plus postérieure ici, dans le sillon temporal supérieur-postérieur. Donc il y aurait plusieurs régions qui auraient des informations sur le verbe. On ne sait pas très bien s'il y a une différence fonctionnelle entre ces deux régions. C'est intéressant de voir que les 3 informations peuvent donc être décodées et supposément elles sont combinées entre elles pour former le sens d'une phrase. C'est la première fois que j'ai vu ces résultats, j'ai été très surpris. Je pense qu'ils ont l'air solides, disons, puisqu'ils sont répliqués plusieurs fois. C'est quand même assez surprenant de voir que le cerveau consacre peut-être des régions ultra spécialisées à une fonction particulière. D'habitude, on pense en termes de réseaux qui se recouvrent, d'activations qui se recouvrent l'une l'autre. Et ce que suggère ce modèle ici, c'est vraiment une division en boîtes disjointes, côte à côte, avec en quelque sorte des systèmes ultra spécialisés pour chacune de ces fonctions sémantiques. Alors on se pose évidemment la question, comment est-ce que ça peut marcher dans un contexte récursif? Ce qui est l'agent d'une phrase peut être le patient d'une autre. S'il y a une proposition relative, il y a plusieurs agents, plusieurs patients. Souvenez-vous, le camion qui double la voiture est rouge. Bon, donc il peut y avoir où le camion que double la voiture poursuit la moto, etc. Bon. Comment est-ce qu'un tel système peut fonctionner dans un contexte récursif? Ça n'est pas clair du tout. Est-ce que chacune de ces régions est capable de coder peut-être à des temps différents ou de manière superposée des objets qui sont des patients? Comment est-ce qu'on sait qui est le patient de quelle phrase? Toutes ces questions sont ouvertes par ce résultat expérimental. Il n'empêche que si ce résultat est correct, on est proche d'une compréhension fine de micro-spécialisation de ce type au sein des représentations des phrases. Alors j'en viens donc à mes conclusions. Dans le cours d'aujourd'hui, on a vu toute une série de données, un petit peu disparates encore. Vous voyez qu'il n'y a pas de convergence parfaite dans ce domaine, loin de là. Mais retenez donc d'abord que le réseau des aires du langage peut se décomposer en sous-régions spécialisées, d'abord sur le plan architectonique et sur le plan des récepteurs. Et là, il y a vraiment un très gros travail d'intégration à faire en neurosciences pour comprendre ce que ça veut dire. Mais on voit des subdivisions qui ont très certainement un sens fonctionnel, avec au moins 14 régions qui demandent à être distinguées ici, que l'on voit post-mortem, mais quand on fait de l'IRM fonctionnel, c'est un cerveau vivant, on ne les voit pas. Donc on essaye de les mettre en rapport, mais le travail de mise en rapport des résultats anatomiques et récepteurs avec les résultats d'IRM fonctionnel reste entièrement à faire. Est-ce qu'il y a une convergence entre les deux? Sur le plan fonctionnel, donc, on peut conclure qu'il y a un cœur de régions spécialisées dans les opérations syntaxiques. Et ça rejoint les images que je reprends ici, que je vous avais montrées dans les premiers cours. Dès les premières images de caméra positron, il y a vraiment cette suggestion que dans la partie operculaire et dans la partie triangulaire de la région de Broca, il y a un travail particulier qui est fait sur la syntaxe des phrases. La compréhension exacte des rôles respectifs de ces régions n'est pas encore claire, mais il est assez clair que si la région operculaire intervient, c'est dans sa partie plutôt ventrale, dans l'aire 44 ventrale, 44V, et alors que la région 44D est sans doute réservée plutôt à des opérations plus générales, y compris des opérations mathématiques. Mais ceci est encore très spéculatif. Alors ce cœur syntaxique est entouré d'autres régions qui sont impliquées par-dessus dans les opérations de traitement phonologique et articulatoire, et par-dessous dans des traitements plutôt sémantiques. Et je reprends donc cette hypothèse plausible et intéressante. Tous ces réseaux pourraient fonctionner de manière parallèle avec des architectures comparables et avec à chaque fois une fonction similaire d'unification
dans différents secteurs de l'aire de Broca d'informations qui sont fournies par les aires postérieures. Unification phonologique pour former des syllabes et des mots, unification lexicale pour former des syntagmes, unification de ces syntagmes pour former le sens de la phrase. C'est un modèle encore un petit peu flou, mais qui me semble avoir une certaine plausibilité. Et j'ajouterai au modèle de Hagort un réseau supplémentaire qui est plus dorsal encore ici, et qui implique également une région ventrale ici, qui est impliquée dans les opérations mathématiques. On a vu tout à l'heure dans un cours précédent ce réseau encore plus dorsal. Alors, hypothèse très intéressante, est-ce que cette capacité de former donc des arbres unifiés ne serait pas apparue au cours de l'évolution d'une façon conjointe dans tous ces réseaux? Voyez. Au lieu de supposer qu'il y a une région cérébrale qui s'est modifiée, on peut penser que c'est un style de traitement qui s'est modifié à travers différents réseaux parallèles et qui aurait permis simultanément à l'espèce humaine d'accéder à des représentations arborescentes dans beaucoup de domaines différents. Dans le domaine de la phonologie, dans le domaine de la morphosyntaxe, former des mots, former des phrases, dans le domaine de la sémantique, représentation donc mentale arborescente, y compris représentation mentale de l'esprit d'autrui, donc la théorie de l'esprit. On serait capable de représenter « je pense que tu ne sais pas, que j'ai oublié ». Et puis, même chose dans le domaine des mathématiques, dans le réseau dorsal, représentations enchâssées qui permettent de faire de l'algèbre, qui permettent d'inclure les représentations successivement les unes dans les autres. C'est une spéculation, mais je pense qu'elle est compatible avec la plupart des résultats que je vous ai présentés aujourd'hui. Et l'année prochaine, je consacrerai donc le cours à l'analyse beaucoup plus fine de ce qu'on peut dire sur le plan des homologies entre le cerveau de l'homme et le cerveau des autres primates, et aussi les différences clés qui surviennent, nous le verrons, dans beaucoup de ces régions cérébrales, notamment dans la région frontale dans son ensemble. Donc il y aurait donc à la fois subdivision fonctionnelle, c'était le thème du cours aujourd'hui, on peut subdiviser ces régions en régions spécialisées, ça commence, mais il y aurait aussi une sorte d'homogénéité de style de traitement, un style de traitement qui serait commun à l'ensemble de ces réseaux parallèles et un style de traitement qui aurait changé dans l'espèce humaine par rapport aux autres espèces de primates. J'espère que les 10 prochaines années de recherche nous aideront à essayer de tester ces idées qui, je trouve, commencent à être productives et intéressantes. Merci beaucoup de votre attention.